Planning familial, bonjour. Est-ce qu'il y avait eu des rapports non protégés dans les 5 jours avant votre oubli? Alors 3 semaines après votre oubli de pilule de faire un test de grossesse? D'accord, et qu'est-ce qu'il vous a dit après l'échographie? Où est-ce qu'elle en est dans la grossesse? Planning familial, bonjour. On a fait un test de grossesse hier qui s'est révélé positif. On voulait justement voir les informations nécessaires. D'accord, pour une éventuelle interruption de grossesse. Exactement. C'est une situation à laquelle sont confrontées plus de 200 000 femmes ou couples chaque année. Un avortement lors d'une grossesse non désirée. C'est une pilule oubliée. Une capote qui craque. Un test réalisé le nœud au ventre. Une femme sur 3 y aura recours au moins une fois dans sa vie. Pour toutes, c'est un droit. Au planning familial de Saint-Étienne, une conseillère conjugale répond à des appels venus de toute sa région. Je voudrais que ce soit rapide parce que c'est quelque chose que, en fait, c'est vraiment pas désiré. Je suis toute seule avec déjà 2 enfants. C'est pas de gaieté de cœur que je le fais. Alors là, je suis en train de regarder justement dans l'annuaire, mais là, a priori, il n'y a pas grand-chose. Au bout du fil, des interlocutrices un peu perdues qui ne savent pas à quelle porte frapper. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, voilà, panique à bord. Et le plus dur, surtout, j'étais en pleurs, c'est de trouver personne pour me le faire. Pour moi, c'était, on n'a pas de rendez-vous pour toi, on peut pas te prendre en main, donc tu te débrouilles, ça t'est arrivé, c'est de ta faute. En fait, tu te retrouves toute seule et c'est tant pis. J'ai appelé des dizaines d'établissements, des hôpitaux, des plannings familiaux, des cliniques privées aussi, des sages-femmes. C'était vraiment compliqué. L'hôpital, il y avait 2 mois de délai. Je peux pas vous prendre sur l'hôpital, j'ai pas de médecin. Ah oui, c'est une grossesse bien avancée. On ne pratique plus l'IVG. On a tous entendu parler des maternités qui ferment. On n'a pas vu derrière les points d'accès à l'interruption volontaire de grossesse supprimés. En 20 ans, plus de 130 centres ont fermé. Dans le même temps, le nombre de femmes souhaitant avorter n'a pas baissé. Résultat, les femmes doivent attendre plus longtemps. Elles doivent aller plus loin. Les hôpitaux sont dépassés. « 45 ans après la loi Veil, l'accès à l'IVG est plus que jamais menacé. Un mal souvent insidieux. Les femmes peuvent encore avorter, mais à quel prix ? Nous sommes allés à la rencontre de celles qui le vivent et de ceux qui se battent pour faire appliquer ce droit. Près d'une femme sur 5 doit aller avorter dans un autre département que le sien. C'est le cas de Laura. Près de chez elle, à Château-Thierry, on l'a laissée sans solution. Elle a dû faire 60 km, 1h15 de route, pour tenter sa chance à l'hôpital de Reims. Elle a appris sa grossesse il y a 10 jours. Il ne lui reste que quelques jours pour rester dans le délai légal de 14 semaines d'absence de règles. Comment vous avez réagi à l'annonce de la grossesse? Un mouchoir. On ne veut plus d'enfants, donc... Ce qu'il y a, c'est que j'ai attendu vachement longtemps, quoi. Je savais pas. Vous saviez pas que vous étiez enceinte? Non? Non. Vous aviez une contraception? Oui? C'est une pilule qui m'arrête mes règles. J'ai vu 3 fois en 2 ans, donc... Oui, donc vous étiez pas... Ça vous a pas alerté? Vous étiez à 12 semaines mercredi dernier. Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à 13 piles. Donc, il vous reste exactement 1 semaine de délai. Partout. Oui. Ce qui est chiant, c'est que c'est tard, quoi. Donc, quand on voit l'échographie, on voit une tête, 2 bras, 2 jambes. C'est ça qui est douloureux. C'est stressant. C'est comme ça. Ce rendez-vous pour Laura est l'aboutissement d'une longue série de galères. J'avais été prise en charge par l'hôpital de Château-Thierry. D'accord. Et au final, ils ont fait le dossier et tout, et puis ils n'ont pas de place. Donc, j'ai allé dans 3-4 hôpitaux. Et vous êtes allé où alors? Vous avez essayé où? J'ai téléphoné à Soissons, j'ai téléphoné à Meaux, et puis je me suis rabattue ici, et
c'était le dernier choix, quoi. D'accord, parce que donc les 3 autres ne vous ont pas pris en charge non plus. Et à Château-Thierry, quel était leur... Là-bas, ils ont plus de place, le délai est trop court. Oui. Et vu qu'ils ont un médecin en vacances, là. Voilà. On se sent un peu délaissé, on se dit, bah, on est à notre sort, quoi, à nous de nous débrouiller, quoi. Ouais. Faut que j'allais jamais y arriver, quoi. Ouais. Bon, ça va aller? Oui. Oui. Je vais vous laisser repasser dans la salle d'attente. J'ai une seule tête maintenant. Pas du tout. Reprenez vos esprits, pas de fenêtre pour... Pour décider de la suite, Laura doit refaire une échographie avec la médecin du service, Odile Maurice, pour dater précisément sa grossesse. Bonjour madame. Voilà, de l'autre côté, vous avez une chaise pour poser vos affaires. Vous pouvez garder le haut, je vous laisse enlever tout le bas. C'est bon? La grossesse de Laura est moins avancée que prévu. Donc là, du coup, vous êtes à 11 semaines d'aménorrhée. Ouais. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on vous a Non. dit à Château-Thierry. Donc là, vous êtes largement dans les délais, il n'y a pas de souci. Moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça là-bas. C'est parce que vraiment, ils n'ont pas voulu la prendre en charge. Là, c'est vraiment un parcours un peu difficile, quand même. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah, franchement, à rien, ça ils m'auraient pas pris. Je crois que j'aurais abandonné, quoi. C'est une punition de faire autant de kilomètres. Ouais. Enfin, je savais que ça allait être compliqué déjà parce que c'est une intervention, vu qu'il y a 2 enfants à la maison, bah faut gérer le planning. Si on veut être discret, bah s'arranger pour les gardes et tout, donc faut un peu mentir à droite, à gauche. Ça reste quelque chose pour lequel les femmes ont honte, culpabilisent. Voilà, Par contre, on se dit qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qu'il y en a, bah, ils s'interrompent. Mais oui, mais vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable du fait qu'il y ait des femmes infertiles et que vous êtes fertile. Ça n'a rien à voir. C'est la justice, quoi. Ah ouais, la vie, elle est injuste à plein d'endroits. Hein. Mais là, par contre, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est une solution à une grossesse qui arrive au moment où on ne la souhaitait pas, quoi. Donc là, par rapport à l'âge de la grossesse, c'est forcément une méthode au bloc opératoire. OK. Vous avez compris la méthode? Aspiration, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Donc c'est une intervention qui dure 5-10 minutes. Ça se concrétise, on va dire. Un peu soulagé d'être dans les temps et puis finalement que ça fait pas tant la course que ça. L'hôpital de Reims s'est habitué à recevoir des femmes qui doivent faire des kilomètres comme Laura. En 15 ans, le nombre d'IVG a presque doublé sur ce centre. À chaque fois, les soignants n'hésitent pas à bouleverser leur planning habituel de rendez-vous. La question, c'était l'anesthésiste, il n'y a pas de consulte aujourd'hui? Si. Ah ben voilà, super. Ouais, c'était pour éviter encore faire les allers-retours. Hein. Ouais. Merci. Pour l'anesthésiste, elles ont trouvé une solution. Pour l'IVG, il faudra revenir dans 10 jours. Quand les femmes ont un parcours compliqué, c'est pas l'interruption de grossesse en elle-même qui leur pose problème, c'est toutes les démarches qu'il faut faire et éventuellement des kilomètres à faire plusieurs fois pour pouvoir avoir accès à l'interruption de grossesse. Pour éviter que trop de femmes connaissent ces difficultés, Odile Maurice, la médecin, n'a pas le choix. Elle doit sortir des murs de son hôpital. Elle se rend 1 fois par semaine à Rethel, à 35 minutes du CHU. Au lieu de faire déplacer les patientes 2 ou 3 fois, parce qu'il y a au moins 2 ou 3 rendez-vous pour une interruption de grossesse, vaut mieux déplacer une seule personne, un médecin. Et c'est surtout qu'en plus, c'est une population rurale qui n'a pas toujours les moyens de se déplacer. Les femmes n'ont pas forcément le permis de conduire, donc il faut que le mari prenne une journée de congé pour accompagner la femme jusqu'à Reims. C'est quand même des kilomètres à faire, aller, retour. Enfin voilà, c'est pas toujours simple. La maternité de Rethel fait partie des centres qui ont fermé leurs portes. C'était en 2010, officiellement pour des raisons de sécurité. Depuis cette date, impossible d'accoucher dans l'hôpital de cette petite ville de 8000 habitants au cœur des Ardennes. Impossible aussi d'avorter. Sans un médecin volontaire, formé et motivé, les femmes restent sans solution, à Rethel comme dans de nombreux endroits. C'est un problème général en France
quelle que soit la spécialité médicale, c'est qu'il y a un manque de médecins. Odile Maurice n'est pas gynécologue, elle est généraliste. En 10 ans d'études, elle n'a jamais été formée à l'IVG. Au début des années 2000, après avoir lu un rapport dénonçant les difficultés d'accès à l'IVG, elle a sauté le pas. Bonjour. L'IVG va avoir lieu par aspiration sous anesthésie générale. Bonjour, bonjour tout le monde. Tous les vendredis après-midi, une salle de bloc opératoire est réservée aux avortements. Ça va? On attend encore un petit peu. Ça travaille un petit peu en bas du ventre. Allez, à tout de suite. La formation à l'IVG attire moins de médecins qu'il en faudrait pour répondre à la demande. C'est un acte tabou, toujours, hein, pour la société en général. Hein. Il y a un regard toujours négatif sur les femmes qui font une interruption de grossesse. Et du coup, il y a aussi des fois un regard négatif sur les médecins ou sur le personnel. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes se justifient de leur acte. Mais nous, en tant que professionnels, il faut aussi qu'on justifie pourquoi est-ce qu'on fait ça. On ne demande pas forcément à un dentiste pourquoi est-ce qu'il a choisi dentaire. On peut faire ça, mais faire que ça doit être quand même compliqué. Allez. Dans les têtes, l'IVG est encore un acte à part. L'intervention est en revanche techniquement banale. Autour de la patiente, l'anesthésiste de l'hôpital et 3 infirmiers. Alors, je veux bien que vous leviez un petit peu la table, s'il vous plaît. C'est une offre de soins comme une autre offre de soins. Alors, je pense que là-dessus, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je dis, ça c'est sûr. Parce que ceux qui disent que la vie commence dès la fécondation, ils sont pas du tout d'accord. Ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, qui on est pour décider de ce que les femmes ou les couples choisissent? Avec l'échographie, là, ça permet de vérifier que tout est OK. Voilà. Elles sont enceintes, elles ne souhaitaient pas l'être. C'est un geste qui est simple au niveau chirurgical. Pour nous, en tant que soignants, on a une réponse facile et sécurisée. Moi, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ça a été très rapide. Hein. Et c'est fini. L'intervention dure en moyenne 15 minutes. À Rethel, en 2019, 30 femmes ont pu bénéficier d'une IVG par aspiration, sous anesthésie générale comme aujourd'hui. Sans l'engagement d'Odile pour se former et sa détermination, ces 30 femmes auraient dû chercher longtemps un rendez-vous et surtout aller plus loin. À bientôt. Bonsoir. Ça va? Vous êtes encore un peu endormie. La jeune femme qui vient de faire son IVG avec Odile a choisi de le faire à Rethel car elle ne pouvait pas se déplacer. Il fallait que j'aille soit à Charleville ou à Reims. À Reims, c'est quand même 45 minutes de route. Parce que j'ai pas de véhicule et mon conjoint, il faisait les vendanges. Du coup, j'ai dit, je vais faire sur Rethel un bloc. Vous avez mal au ventre? Non. Je vais vous donner une ordonnance pour des antidouleurs. Et puis sinon, vous avez un rendez-vous pour la visite de contrôle. Oui. Bon retour. Merci. De rien. Au revoir. La médecin est la seule qui se soit portée volontaire pour intervenir une fois par semaine dans cet hôpital. Grâce à elle, Rethel retrouve un accès à l'IVG. Mais l'équilibre est fragile. Il n'y a personne pour la remplacer lorsqu'elle est malade ou en vacances. Quand l'hôpital n'est pas au rendez-vous, les femmes enceintes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers une association, le planning familial. C'est le cas à Bourgoin-Jallieu, entre Lyon et Grenoble. L'hôpital public n'arriverait plus à répondre à la demande. Planning familial, bonjour. Dans l'association, chacun est obligé de se retrousser les manches au quotidien. Françoise Cheffaille est médecin généraliste. Ce matin-là, elle tente de dénouer une situation compliquée pour une jeune femme de 16 ans.
Elle veut faire une IVG dans un hôpital du département et l'anesthésiste refuse de la prendre en charge sans l'autorisation de ses parents. Je vais vous repasser le médecin, du coup, à le voir avec vous. Hein. D'accord ? L'anesthésiste a l'air de ne pas vouloir faire l'intervention s'il n'y a pas la signature, l'autorisation parentale. Moi, après, légalement parlant, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Une mineure qui ne veut pas prévenir ses parents est autorisée à le faire. Ah, mais moi, il n'y a aucun souci parce que c'est pas moi qui... Mais il doit prendre en compte sa demande de garder le secret vis-à-vis de ses parents. Je vais essayer de joindre l'anesthésiste. Ouais, pour savoir s'il a... Voilà. Ouais, sachant qu'on n'est pas tombé sur le plus sympa de la Terre. J'ai bien compris. Tu me cherches. Droit des mineurs et maladie. Droit des mineurs et maladie. Ouais. Tu vois, lorsque le mineur souhaite garder le secret, Ah là, il y a un article. un mineur peut s'opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé. C'est écrit. On y retourne. Allez. C'est reparti. Oui, bonjour, encore le docteur Sheffa, j'ai pas fini de vous embêter. J'ai trouvé l'article. L'article L, ensuite c'est 1111-5 du Code de la santé publique. Voilà. Et l'anesthésiste doit considérer la mineure comme une adulte, lui expliquer les mêmes trucs, les risques de l'anesthésiste, mais il n'a pas à demander, exiger l'autorisation parentale. Ça marche ? Merci beaucoup, bon courage. Au revoir. Voilà. Une situation de régler. J'espère. C'est pour essayer de régler justement les choses qui vont pas. Et puis rappeler les lois aux gens. C'est votre rôle, ça ? Bah oui. Aussi. À l'origine créée par des médecins militants pour démocratiser l'accès à la contraception et le contrôle des naissances, l'association a obtenu le droit en 2007 de pratiquer elle-même certaines formes d'IVG. Ici, personne ne porte de blouse blanche pour accueillir les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand vous avez vu que le test était positif? Comment vous avez... Ah bah pour moi, de toute façon, c'était clair et net. J'ai Ouais. enfance, sinon tout de suite, je ne me vois pas avec un 6e. Donc la décision pour vous, c'est clair? Ah oui. D'accord. Florence Dizingros est l'une des conseillères conjugales. Elle accueille aujourd'hui une femme d'une trentaine d'années, Christelle, et son conjoint. Oui, bonjour, c'est le planning de Bourgoin à l'appareil. J'aurais voulu un rendez-vous, s'il vous plaît, pour une écho-datation. On laisse jamais une femme tant qu'elle n'a pas trouvé de solution, ça c'est sûr. La question se pose même pas, même s'il faut appeler tous les hôpitaux de la région. Oui. 14h40, eh ben super. En théorie, les femmes ont le choix de la méthode d'IVG, par médicament jusqu'à 9 semaines d'absence de règles, ou par aspiration. Dans les faits, ça dépend surtout des médecins et des disponibilités de l'hôpital. Je vous explique les différentes méthodes. Vous étiez au courant qu'il y avait une méthode par aspiration? En fait, par aspiration, on l'a fait déjà en 2010-11. Et ça s'est pas bien passé? Ça s'est bien passé, mais le rendez-vous, on l'a eu 2 jours avant le 3e mois, en fait. Avant la date limite autorisée. Donc vous aviez appelé en début de grossesse et on vous a mis un rendez-vous juste avant la... Ouais. Donc c'est pour ça... Vous n'avez pas envie de recommencer? Ouais. Ok. Je veux dire, attendre d'être là et d'attendre. Ouais, non, c'est affreux en fait. C'était une période estivale déjà à l'époque? Ouais. Oui. Mais en France, il faut éviter les grossesses l'été. C'est compliqué. Plutôt que d'attendre plusieurs semaines pour une aspiration à l'hôpital, Christelle choisit la méthode médicamenteuse au sein du planning familial. Là, ça peut aller beaucoup plus vite. 15h20 demain. Du coup, on enchaîne l'écho ou la prise des comprimés avec le sage-femme, ça vous convient? Oui. Allez. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Merci, demain. Et puis demain, du coup. Au revoir. À demain. Une IVG médicamenteuse doit obligatoirement débuter en présence d'un soignant. Le lendemain,
Christelle prend un premier comprimé en présence du sage-femme de l'association. Elle prendra le deuxième médicament chez elle, 2 jours plus tard. En 2 ans, le nombre de demandes d'IVG enregistrées par l'association a bondi de presque 30%. Il faut pallier les défaillances de l'hôpital. Dans le même temps, les subventions publiques reçues par l'association dans la région ont baissé de 10%. En été, quand beaucoup de médecins de l'hôpital sont en vacances, les délais s'allongent. Pour nous le montrer, Florence fait le test. Elle essaie de prendre un rendez-vous. Oui, bonjour, c'est le planning familial de Bourgoin, l'appareil. J'aurais voulu un rendez-vous, s'il vous plaît, pour une IVG par aspiration. Ah, le 31 août. Du coup, le premier rendez-vous, il pourrait être quand ? Nous sommes le 8 août. Cela fait 3 semaines d'attente. Ouais. C'est le 31 août, il n'y a rien avant. J'ai peur que ça fasse un peu juste, du coup, par rapport... Je vous remercie. Au revoir. C'est comme hier. Enfin, comme avant-hier. 31 août. 3 semaines pour attendre un rendez-vous, c'est beaucoup. Pour Florence et la médecin Françoise, c'est trop. L'idéal, c'est 1 semaine de délai. Ouais. 15, on tolère. 3 semaines, ça commence à faire... 3 semaines, hier, on a une femme qui était à plus de 9 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire qu'elle sera quasiment hors délai. Ouais, alors, elle sera juste... Elle sera à 13 et quelques, et du coup, ça l'oblige à attendre 3 semaines, alors que, voilà... elle avait, 3 semaines lorsqu'on est enceinte et que l'on souhaite avorter, ça peut être interminable. Amandine s'en souvient. Aujourd'hui, elle est enceinte, c'est son choix. Mais il y a 2 ans, elle avait décidé d'avorter. Les conditions n'étaient pas réunies dans sa vie. À l'époque, elle se tourne vers l'hôpital de Bourgoin et subit ses délais de plein fouet. Il y a tellement de patients que de toute façon, on est un parmi tant d'autres. Et que même si on dit le motif « je voudrais une IVG », voilà, on n'est pas prioritaire. Enfin, moi, j'étais choquée, quoi. Que j'ai attendu 3 semaines à peu près de délai. Chaque matin où on se lève, on se dit oh, je suis enceinte et enfin, c'est plus possible, quoi. C'est pas un état normal, on va dire. C'est une grossesse, normalement, ça se vit pleinement. Et là, on se dit, on est enceinte. Et en fait, non, je veux pas. Je voulais avoir aucun symptôme, quoi. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas qu'on me dise, voilà, ah, t'as pas l'air bien. Enfin, voilà, qu'on découvre ça, en fait. On cache, on ment. Et on se dit, mince, si on découvre, enfin voilà, on a envie que ça s'arrête, quoi. On est en colère, on n'est pas d'accord avec ça parce que du coup, psychologiquement, c'est nous qui payons derrière. Et qu'il faut se dire que, ouais, faut être fort. En même temps, on nous laisse pas le choix d'être forte. Et puis quand on veut quelque chose, on se bat toujours pour l'obtenir. Et heureusement. À Bourgoin, l'équipe du planning familial alerte sur les problèmes de délai depuis plusieurs années. En 2018, elle envoie un email au chef de service de gynécologie, le docteur André Vialet. Tu as envoyé un mail à Vialet en juin 2018. Problème de délai de rendez-vous à l'hôpital. À l'époque, le chef de service leur répond. Voilà, suite au départ du docteur par manque d'opérateurs, nous n'arrivons plus à assurer la demande en IVG chirurgicale. Dans un document de travail, l'hôpital précise sa nouvelle organisation. Attends, le document qu'elle a, les IVG chirurgicales seront programmées au bloc opératoire sur une plage opératoire spécifique le vendredi après-midi de 13h à 15h45. Ouais, donc ça en fait 4 par semaine. Ouais, ça peut pas... Sur tout le bassin... Mais ouais, ça peut pas absorber la demande, c'est pas possible. C'est pas possible.
Tant qu'il n'y aura pas la possibilité d'augmenter les plages horaires, qu'il y ait d'autres demi-journées, ça sera toujours galère. C'est pas assez. En plein été, les responsables du planning familial n'ont d'autre solution que de renvoyer les femmes vers d'autres hôpitaux de la région. Le plus proche est à environ 40 km. L'été, le temps d'attente pour un rendez-vous est allé jusqu'à 4 semaines à l'hôpital de Bourgoin. En quelques années, la situation s'est dégradée. Pourtant ici, aucune fermeture de centre n'est à déplorer. Alors que se passe-t-il dans le service de gynécologie ? Nous avons rencontré le docteur Harouni. Avec 2 autres collègues, il a réalisé les IVG à l'hôpital pendant 15 ans. D'après lui, entre 2010 et 2018, l'offre d'IVG aurait diminué de moitié. Conséquence, les délais d'attente sont passés d'1 semaine à 3 semaines. Ils ont modifié pour pouvoir peut-être mettre d'autres collègues, d'autres spécialités chirurgicales le matin. Parce que je pense que c'est... Allez, on va se lancer, on va le dire, peut-être que c'est plus rentable. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. J'espère que la santé n'est pas un commerce, je l'espère, du moins. Pour le médecin, ce serait une histoire d'argent. À l'hôpital, l'IVG est-il devenu le parent pauvre ? Bien sûr, une opération de cataracte rapporte plus qu'une interruption de grossesse. Ça, c'est certain. Mais l'interruption de grossesse, sur le plan détresse, psychique, physique, je pense qu'elle n'a pas de prix. La cataracte peut attendre, l'IVG ne peut pas attendre. Je suis parti voir la direction. Voilà, la chose n'a pas été entendue par la hiérarchie. J'ai préféré partir au lieu de continuer à travailler avec certains risques que je n'admettais pas pour ces femmes-là. Dans les faits, l'opération de la cataracte ne rapporte pas plus à l'hôpital qu'une IVG. En revanche, pour les médecins, la différence, ce sont les dépassements d'honoraires. Ils sont interdits pour l'IVG, remboursés à 100% par la sécurité sociale, alors qu'ils sont autorisés pour les autres opérations. Laurence Bernard est directrice de l'hôpital depuis janvier 2019. Elle conteste toute logique comptable. Nous avons un après-midi du vendredi qui est dédié à l'orthogénie et qui nous permet de prendre en charge ces femmes de façon programmée. Et en fait, on m'a informé que ces changements ont été faits pour des raisons financières et que les opérations de la cataracte étaient beaucoup plus intéressantes financièrement, donc on a préféré les mettre le matin pendant 4 heures. Parce que c'est quelque chose dont vous êtes au courant. Je le dément. Pour le coup, l'organisation du bloc opératoire n'est pas une question d'organisation financière. Nous sommes dans des blocs qui sont multi-opérateurs. Donc l'urgence n'existe pas que sur l'IVG, hélas. On doit jongler avec aussi ces contraintes-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à s'améliorer, à réduire ces délais. Mais il y a des contraintes réelles qui font que c'est difficile et parfois très compliqué de raccourcir ce délai. Donc, dans les périodes estivales, on a effectivement, sans doute, occasionnellement, on peut toujours avoir des difficultés. Et c'est aussi parce que nous sommes le seul opérateur de ce territoire que sans doute nos délais sont un peu plus longs. Et si l'accès à l'IVG passait aussi par l'attitude des médecins ? Cette femme, Nathalie, garde un souvenir douloureux de son passage dans le cabinet du chef de service de l'hôpital de Bourgoin. Ça, c'est la lettre que j'ai écrite pour dénoncer ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Madame, monsieur, je viens par la présente lettre vous alerter du comportement contraire aux règles de profession de santé de monsieur Vialet, médecin dans votre établissement. Jeudi 9 janvier 2020, je me rends au service orthogénie de votre établissement de santé afin d'y passer une échographie de datation pour confirmer et dater une grossesse que je ne souhaite pas poursuivre et pour laquelle je demande une IVG. Je suis reçue par le docteur Vialet. Tout au long de cette consultation, je me suis retrouvée face à un médecin jugeant, infantilisant et humiliant. Il m'a également demandé au cours de cette consultation mon âge et si j'avais des enfants, ce à quoi j'ai répondu que j'avais 30 ans et 3 enfants. La façon dont il me répondra avec une attitude méprisante marquera la fin de la confiance que j'accordais à ce médecin. Je vous le cite. 30 ans et 3 enfants, tous de pères différents, j'imagine. À aucun moment durant cette consultation, il ne m'informera du terme exact de ma grossesse.
que je découvrirai moi-même sur l'échographie en sortant de votre hôpital. Il ne m'informera pas non plus des différentes solutions possibles en matière d'IVG. Il ne fera que me dire, je cite, « On est bien avancé, ça va être juste, je ne suis pas certain que ça soit possible », ce qui me répétera d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est hyper violent. Quand on est face à ça, on n'a pas tellement de répartie, on est presque honteuse. On se prend les remarques du médecin et on se tait parce qu'on est en face du médecin. Et que nous, on est là pour une IVG, donc on se sent presque pas légitime. Mais en ayant le comportement qu'il a eu, je suis pas sûre qu'il soit pour l'IVG. Je suis pas sûre qu'il soit neutre là-dessus. Je pense même qu'il est peut-être contre ou qu'il le voit d'un mauvais œil. En tout cas, c'est le ressenti qu'il m'a donné. Et du coup, je me dis, pourquoi ? C'est quelqu'un qui a rien à faire dans un service d'orthogénie. Ce serait vraiment grave s'il se passait rien. Parce que ça voudrait dire que les patientes, elles ont aucun recours. On parle d'un hôpital public. C'est un droit, l'IVG. Cette lettre, elle l'a adressée à la direction de l'hôpital, mais pas seulement. Je vous informe qu'une copie de ce courrier sera également adressée à l'ordre du Conseil des médecins et à l'Agence régionale de santé, afin que plus jamais le docteur Vialet ne se permette de tels propos et de tels agissements. Enceinte de seulement 6 semaines d'absence de règles, elle a pu se tourner vers le planning familial de Bourgoin. Elle a pu y faire une IVG médicamenteuse comme elle le souhaitait. Le docteur Vialet, le médecin mis en cause par Nathalie, nous a finalement répondu par mail. Il explique ne pas se souvenir de cette consultation et ne pas se souvenir de propos inappropriés. Sur les méthodes, il reconnaît avoir probablement mal communiqué. Concernant l'absence d'informations sur la date de la grossesse de Nathalie, il répond « Ce que je sais avec certitude, c'est que je rédige systématiquement un compte-rendu avec des photos. » Il conclut « Je ne pense pas que mon avis transparaît quand j'effectue une échographie. » Florence a vécu une situation semblable avec un autre médecin, à une autre époque. J'ai eu recours à l'écoute et au service du planning. Je venais d'être très mal accueillie par un médecin qui m'avait laissé entendre que, être enceinte à 22, 23 ans, si c'est pour en faire un autre 2 ans plus tard, vous n'avez qu'à garder celui-là. Voilà, donc j'étais ressortie en me disant, c'est un médecin qui me dit ça, j'étais étudiante, il y a un truc qui va pas, quoi. Et du coup, ce rapport au pouvoir médical masculin en plus, parce qu'il se trouve que voilà, c'était un monsieur qui considérait que il pouvait très bien décider pour moi ce qui était mieux pour moi. Ça m'a choquée et ça m'a donné envie de militer pour ça. La maîtrise de la fécondité, c'est la base de l'autonomie et de l'émancipation des femmes. À partir du moment où on peut choisir le moment où on souhaite avoir des enfants, ça permet aussi de choisir le moment où on souhaite faire des études, avoir une carrière professionnelle. Donc c'est quand même... ça commence par là. À Bourgoin, en août 2019, Florence et ses collègues alertent la presse locale. Un article du Dauphiné Libéré écrit que le chef de service, le docteur Vialet, ferait valoir une clause de conscience spécifique à l'IVG. Comme la loi Veil l'y autorise, un médecin a le droit de refuser de faire des IVG. Le docteur Vialet n'a pas souhaité nous rencontrer. Nous avons posé la question à Laurence Bernard, la directrice de l'hôpital. Le chef de service ici, docteur Vialet, d'après ce que moi je sais, il fait valoir sa clause de conscience. Est-ce que c'est le cas ? Alors, la question de la clause de conscience, c'est un droit aujourd'hui qui est légal. Je crois qu'on peut avoir une conviction personnelle sur ces jeux-là. Vous, moi, les plannings familiaux.
Je crois qu'il y a un texte et qu'il nous appartient à nous de le faire respecter. De surcroît, ces informations aujourd'hui ne sont pas publiques. C'est-à-dire un médecin peut faire valoir une clause de conscience. Je n'ai d'ailleurs pas divulgué cette information ou pas. Moi, je considère que c'est un non-sujet aujourd'hui. Nous devons, et je me dois, de respecter ce droit lorsque il y a une volonté déclarée de le faire valoir. Pourquoi c'est vous qui répondez aux questions et pas le docteur Vialet, plus directement responsable du service IVG? Sans doute parce qu'il n'était pas à l'aise avec l'exercice, déjà. C'est quand même un exercice particulier que de répondre à des caméras de télévision. André Vialet est quelqu'un d'assez timide, d'assez d'assez discret. Le docteur Harouni pratique toujours des IVG dans son cabinet, mais il défend cette clause de conscience. Cette notion de clause de conscience, moi, je pense qu'elle a lieu d'être. Parce qu'un médecin ou un professionnel de santé, s'il n'est pas investi dans son intérieur, fort intérieur, par cette mission d'accompagner les femmes pour les IVG, ça sera pas possible, ce ne serait pas intéressant de l'obliger à le faire. Parce que probablement, cette chose sera mal faite. L'attitude des médecins, ce n'est pas seulement une affaire de morale. L'IVG est un acte simple sur le plan technique, peu attractif, voire méprisé par certains médecins. À Paris, le docteur Philippe Fauché est gynécologue obstétricien. Lorsqu'il était étudiant, il n'imaginait pas faire des IVG. On ne choisit pas ni médecine ni d'être gynécologue obstétricien pour faire des IVG. J'ai été vraiment complètement fasciné par l'accouchement, par mettre au monde des enfants, tout le côté technique et le côté zoro aussi. On vous appelle à 3h du matin, la sage-femme est complètement débordée, en panique parce que tout va mal, et vous arrivez, clac, vous sauviez la mère et l'enfant, et là, ces Zoro est arrivé. Donc moi, il y avait un côté, j'étais jeune, il y avait un côté, je trouvais ça vraiment top, quoi. Donc pour moi, les IVG, c'était vraiment quelque chose qui faisait pas du tout partie de la spécialité. Enfin, un truc à part, on faisait le geste, mais tout l'enjeu autour de la contraception, tout ça, pour moi, c'était... Moi, je m'imaginais plutôt chirurgien, grand accoucheur. Mais faire des consultations de contraception, des consultes de gynéco, bon, pour moi, ça n'allait pas être pour moi, quoi. Je ne pense pas que j'étais un bon médecin, non, parce que je voyais ça avec tous les clichés qu'on peut avoir dans ce cas-là, et tout ce contre je me bats aujourd'hui. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui oublient de prendre leur pilule? Ah, celle-là, ça fait sa 3e IVG, mais elle fait n'importe quoi. Enfin, je pense qu'il y a un côté aussi, quand même, le fait d'être un homme qui joue aussi sur cette vision des choses en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui font n'importe quoi? Je regrette vraiment cette période d'avoir été comme ça, mais bon, j'ai été comme ça et vraiment, je le vois en face et je ne suis pas fier de cette période. Une rencontre avec une femme, médecin militante, a tout changé. C'était un jour, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Enfin, il faut que tu changes. Il faut plus que tu dises à une femme qui a fait 3 IVG, mais madame, vous êtes une incapable, vous êtes une inconsciente. Tu sais combien j'en ai déjà lundi prochain? Les aspis, là, pour l'instant, et ces 2 dames-là. Non, ça fait 3. D'accord. Aujourd'hui, Philippe Fauché est responsable du service IVG à l'hôpital Trousseau. Un centre qui réalise 450 IVG par an. Il y déploie chaque jour des trésors d'humanité. Donc là, vous êtes à plus de 9 semaines. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. La méthode, ça peut être uniquement une aspiration. Vous savez ce que c'est une aspiration? En fait, dans l'utérus, on va aller ouvrir le col de l'utérus, on va mettre une petite canule et on va aller aspirer la grossesse. D'accord? Ça me fait coupable d'avortement parce que je pensais dans ma tête, c'est déjà grand. C'est pour ça je me sens coupable. C'est pas grand. Vous voulez dire en taille? Oui, je pense que le bébé elle est déjà... C'est pas un bébé, c'est juste un embryon. Ça fait... Oui, mais dans ma tête, une pense comme ça. Une pense, si, c'est plus gros. Écoutez, je vais vous dire exactement, comme ça vous allez savoir. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'embryon, il fait 2 cm. Il est grand comme ça, 2 cm. D'accord. Et lundi, il sera un petit peu plus grand, quoi. Mais il ne sera pas tellement plus grand. À ce stade-là, par exemple, il n'y a pas encore les doigts. Oui. Ça fait combien de temps que vous cherchez à avoir un rendez-vous? Ça fait 2 semaines déjà. Ça fait 2 semaines que vous sur Paris? Le rendez-vous, c'est très tard. Dans un mois, 3 semaines, 4 semaines comme ça. Tous les endroits où vous avez appelé à Paris? Oui, c'est ça. Ils vous donnaient un rendez-vous que dans 15 jours, 3 semaines? Oui, c'est ça. J'ai déjà appelé tout, mais... Je pensais que c'était effectivement beaucoup plus rapide d'avoir un rendez-vous sur Paris. Mais c'est vrai que 3 semaines pour avoir un rendez-vous, c'est simplement pas possible, quoi. Surtout à partir de 9-10 semaines, quoi. Surtout chez cette femme en plus qui souffre à l'idée de se dire qu'il y a quelque chose qui grandit. Même à Paris, trouver un rendez-vous pour une IVG peut être une épreuve. En particulier lorsque la grossesse approche les limites qu'autorise la loi, entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée. Je vais prendre la date de vos dernières règles. 1er août. 1er août. Alors ça voudrait dire que, que vous êtes 12 semaines et demie peut-être. Ok. Hop. Juste un petit peu plus. On fait des échos de détermination de terme pour être sûr que du délai, s'il faut aller vite ou pas. Vous les prenez systématiquement en charge? Ah oui, systématiquement. Puis même dès qu'elles sont à moins de 14, on les prend en charge. Même jusqu'à 13 plus, jusqu'à 14, on les prend en charge, en urgence. Beaucoup d'établissements hospitaliers ne considèrent pas qu'une femme qui va arriver à 14 semaines est une urgence. Or, c'est une urgence. Mais beaucoup ne le considèrent pas. Il y a le côté qu'entre 12 et 14 semaines, parfois, on a quand même l'impression d'interrompre une grossesse plus évoluée. Avec l'échographie, on sait à quoi ça ressemble, un embryon de 14 semaines. Un embryon de 14 semaines, on voit la tête, les jambes, les bras. Donc, il y a certains médecins pour qui faire ça. Bon, comme c'est pas agréable à faire, je fais pas. Comme ça me dégoûte, je fais pas. Vous, ça vous a déjà dégoûté? Non. Le docteur Fauché dénonce un mur dressé devant les femmes qui demandent une IVG tardive. Nous avons appelé 30 hôpitaux publics autour de Paris. Nous nous sommes mises dans la peau d'une femme qui souhaite réaliser une IVG à 12 semaines d'absence de règles. Moi, je vous appelle pour prendre rendez-vous pour une IVG. Alors, j'ai fait une échographie hier et écrit que c'est à 12 SA. 12 semaines d'aménorrhée, d'accord. Ah oui, c'est une grossesse bien avancée. 9 hôpitaux nous ont proposé un rendez-vous rapidement. Oh là, oui, effectivement, faut vous dépêcher là. Je vous fais venir demain matin? Sur 2 jours, et malgré nos tentatives répétées, nous n'avons même pas réussi à joindre le service IVG dans 13 des hôpitaux publics. La boîte vocale, centre d'orthogénie. A, un message d'absence prolongée et n'accepte pas de nouveaux messages. Merci de votre appel. Au revoir. 8 ont refusé de nous prendre en charge, comme la loi pourtant le leur impose. Ça va être un peu juste, parce que j'ai pas le bloc cette semaine. La semaine prochaine, ça va être que l'autre vendredi. J'ai peur que ce soit un peu juste. Je peux pas vous prendre sur l'hôpital de Bourg. Je suis désolée, j'ai pas de place. J'ai pas de médecin. En Seine-et-Marne, aucun hôpital n'a pu nous proposer un rendez-vous dans les délais. Chez nous, ça va pas être possible. Alors, si vous êtes au bon numéro, par contre, on ne pratique plus d'IVG. Je sais que le médecin, elle acceptait très rarement de faire après 12 semaines. Selon elle, comme ça grossit un petit peu encore, c'est plus compliqué du coup de faire par aspiration en fait. Ne fait pas 12 semaines. Hein. Après, il faut voir dans d'autres hôpitaux s'ils font jusqu'à 14. Mais c'est autorisé, non? Oui, bien sûr, mais nous, nos médecins ne font pas. Comme je vous dis, il faut voir dans d'autres hôpitaux. Dans les Yvelines, un département d'1,5 million d'habitants, un seul hôpital a accepté de nous prendre en charge. Au total, 2 hôpitaux sur 3 ne nous ont pas donné de rendez-vous. Pour les femmes, il faudra aller encore plus loin. Et tout recommencer, prise de rendez-vous, échographie, planifier l'intervention. Ces femmes qui ont été rejetées se retrouvent souvent à l'hôpital Trousseau, dans le service du docteur Fauché. Il en reçoit en moyenne 4 par semaine.
Ces femmes se retrouvent avec des délais extrêmement courts pour avorter et de devoir trouver un endroit assez rapidement parce que la sanction, c'est après de dépasser le délai légal et de se retrouver contrainte de partir à l'étranger pour avorter. Donc la sanction est quand même très forte. Il faut savoir que c'est un petit nombre. On estime que c'est entre les 12 et 14 semaines, c'est 3 à 5% des IVG. C'est peu. Hein. C'est peu. Mais enfin, c'est quand même des femmes dont il faut s'occuper. C'est pas parce que c'est peu qu'il ne faut pas s'en occuper. Alors généralement, ces femmes se présentent soit au planning familial, soit directement aux urgences. Eh ben, on les voit en urgence et on les programme dans les 48 heures. Quoi. Les femmes qui ne trouvent pas de solution en France se tournent généralement vers la Hollande, l'Espagne ou l'Angleterre, où les délais pour avorter vont jusqu'à 24 semaines d'absence de règles. Pour que les choses changent dans la région parisienne, Philippe Fauché envoie des courriers à des confrères qui ont refusé des femmes en demande d'IVG tardive. Il est là de jouer les pompiers de service. Chers collègues, nous avons reçu aux urgences Madame Untel, née pour une demande d'IVG tardive entre 13 et 14 semaines. Madame Untel nous dit avoir consulté le temps dans votre service et il semble que sa demande n'a pas pu être satisfaite, l'exposant ainsi au risque de se retrouver rapidement au-delà du délai légal. Pour accéder à sa demande respectant la loi du 17 janvier 1975, nous avons dû mobiliser en urgence les équipes de gynécologie obstétrique, d'anesthésie, du bloc opératoire et d'hospitalisation de Trousseau. Depuis plusieurs années, nous accueillons un très grand nombre de femmes résidant en Île-de-France, enceintes de 13 à 14 semaines, dont la demande d'IVG n'a pu être satisfaite au plus proche de leur domicile. Nous sommes conscients des difficultés pour certaines structures à organiser ce type de prise en charge dans un délai raisonnable. À Trousseau, nous ne procédons pas techniquement différemment qu'ailleurs, et bien évidemment, nous ne dépassons pas le délai légal. Je l'ai mis parce que souvent on dit à Trousseau, ils s'arrangent, ils font les termes un peu dépassés. Non, on respecte la loi. On sait qu'on s'arrête à 14 semaines, on ne va pas plus. On bricole pas avec la loi. Il n'y a donc aucune raison, évidemment, pour que ces patients nous soient systématiquement adressés, en dehors du fait que toute l'équipe met de la bonne volonté à ne pas laisser ces femmes avec un refus d'IVG et comme seule solution le départ à l'étranger. C'est pourquoi je me permets de vous adresser ce courrier, dont le seul but est de vous informer de la situation et avec l'espoir que vous trouviez les ressources dans votre service pour améliorer l'accueil de ces femmes. Recevez, chers collègues, l'expression de ma parfaite considération. C'est gentil. Et ça marche ? Non. Non. J'ai pas l'impression. Moi, je pense qu'il faut que l'avortement, ce soit rapide, simple, le plus démédicalisé possible, etc. Et vraiment, je pense qu'il faut faciliter de façon extrême l'accès à l'avortement. Je sais qu'il y a quand même des gens qui me regardent en disant « mais il est un peu fou quand même. Il ne faut pas que ce soit quand même si simple que ça d'avorter. » Parce qu'il faut que les femmes se rendent compte, quoi. Et là, on retrouve le poids moral, l'aspect négatif de l'avortement, etc. Faut que ce soit compliqué. Il y a le côté, on va punir. Hein. On va punir les femmes. Le sentiment d'être puni, c'est aussi la douleur. Les médecins, les hôpitaux, les centres IVG renvoient de plus en plus les femmes vers la méthode médicamenteuse. D'après les derniers chiffres publiés, elle représente 70% des IVG. Or, une femme sur 4 réalisant une IVG médicamenteuse en ville se plaint de douleurs aiguës, de malaise et de vomissements. Marine, 25 ans, vit en région parisienne. En juin 2019, elle avorte par médicament. J'ai eu le sentiment que l'avortement par médicament était plus simple. Je pouvais le faire chez moi le vendredi soir, ce qui me permettait ensuite de récupérer pendant le week-end et du coup de moins impacter ma vie professionnelle. Donc je suis chez moi, j'ai des sortes de contractions, j'ai le ventre qui se serre, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre, mon corps est très chaud, j'ai des sueurs froides, je tremble, je suis pas bien, je me demande ce qui m'arrive, je me demande si c'est normal, si c'est pas normal. J'étais allongée sur le sol de ma salle de bain parce que c'est du carrelage et qu'il est froid. J'avais mal, mais à chaque centimètre de ma peau, j'avais mal. Je suis à un tel niveau de douleur que je me dis mais je vais mourir. À ce moment-là, je me dis vraiment que je vais mourir. Et j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. On perd du sang, bien sûr, mais on perd aussi la poche qui contient l'embryon. Et ça, on m'en avait jamais parlé. On m'avait jamais évoqué le fait que j'allais perdre ça. Donc du coup, je me disais, mais le niveau de douleur que j'ai, il n'est pas normal, puisqu'on m'a pas dit que j'allais avoir ça. C'est là où, pour moi, c'était le plus dur. Mais j'ai bien dit, lors du rendez-vous de contrôle, que je m'attendais pas du tout à un tel niveau de douleur, que j'avais pas du tout été préparée à ça.
On ne devrait pas souffrir pour avorter en France aujourd'hui. On devrait être pris en charge de façon à ce que, quelle que soit la façon dont on soit tombé enceinte et quelle que soit la méthode qu'on décide d'utiliser pour mettre fin à cette grossesse, on n'ait pas à souffrir pour avorter. Ces dysfonctionnements ont fini par interpeller les députés. La délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a lancé une mission d'information parlementaire sur l'accès à l'IVG en juin 2019. Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère, est co-rapporteuse de cette mission avec Cécile Muscotti, députée du Var. Ça a pour objectif de rendre un rapport assez complet et ensuite de faire des préconisations, des recommandations, avec l'espoir que ça débouche vers la recherche de solutions sur les problèmes qu'on aura soulevés lors de cette mission. Parmi les pistes abordées pour pallier les difficultés d'accès, la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG par aspiration, revaloriser le forfait alloué aux IVG par la Sécurité sociale, ou encore supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG, ce qu'on appelle la double clause de conscience. Philippe Fauché est venu partager son expérience. J'ai du mal à penser qu'on puisse choisir comme spécialité la gynécologie obstétrique quand on a cette clause de conscience sur l'interruption volontaire de grossesse. Qu'on puisse accepter un poste dans le service public avec la clause de conscience sur l'IVG, je trouve que c'est pas acceptable. Oui. Il faudrait trouver un système pour Il faut faire cardiologue. Soit il faut faire cardiologue, soit il faut faire du privé. Mais aller dans le service public en disant non, clause de conscience IVG, il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve. C'est lié à la bonne volonté ou à la mauvaise volonté. Oui. Quand vous avez une très bonne volonté, ça se passe plutôt bien. Quand il n'y a pas de volonté, les choses ne se passent pas bien ou ne se passent pas, quoi. Alors que je ne sais pas comment y remédier. Vous savez, en France, les chefs de service, ils sont nommés à vie. Donc, en fait, quand vous avez un chef de service qui est comme ça, on ne peut pas le destituer du jour au lendemain parce qu'il n'offre pas un bon accès à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, en fait, la suppression de cette double clause de conscience serait une bonne chose. Oui, je pense que ce serait une bonne chose sur le plan symbolique. Je ne suis pas sûre qu'on réussisse à la faire sauter, mais on va essayer. Bien, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. En théorie, cette clause de conscience oblige les médecins à renvoyer les patientes vers un confrère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Elle cristallise la polémique autour de l'accès à l'IVG. La représentante du seul syndicat des gynécologues obstétriciens, Elisabeth Paganelli, est elle aussi auditionnée et elle la défend. Ceux qui sont pour la clause de conscience, ils sont rares. Ils souhaitent la garder, mais c'est pas la majorité. Ah bah dès qu'on parle de l'enlever, c'est un tollé. Donc oui, mais ça ne changera rien. Le principal, c'est que ceux qui souhaitent faire de l'IVG, il faut leur donner la possibilité facilement de la faire. Ceux qui ne veulent pas de faire de l'IVG, parce que... Oui, qu'il y ait cette double clause ou la simple, ça ne changera rien. Oui, mais on peut leur garder la clause, puisque de toute façon, ils ne souhaitent pas. Il faut être adapté, que ce soit facile. C'est les associations à but là-dessus. C'est pas là-dessus qu'elles vont améliorer l'accès à l'IVG, franchement. Cécile Muscotti et Marie-Noëlle Battistel ont rencontré plus d'une dizaine d'acteurs de l'IVG en France, de juin à décembre 2019. Est-ce qu'il y a un problème d'accès à l'IVG en France ? Oui, clairement. Oui, clairement. C'est sûr. On pouvait imaginer qu'il était plutôt dans les milieux ruraux un peu éloignés, mais on se rend compte qu'au centre de Paris, on a aussi des difficultés d'accès. Donc en fait, c'est des difficultés qui sont différentes selon les territoires, mais des difficultés de partout. Les deux députés prévoient de rendre leur rapport parlementaire avant l'été. Ils pourraient déboucher de leur part sur une proposition de loi. En attendant que la loi change, Philippe Fauché anime une association de médecins et de sages-femmes, le réseau Revo, qui propose des solutions concrètes sur le terrain. L'idée, c'est de désengorger les services d'IVG dans les hôpitaux à bout de souffle. On va à Reims pour faire une formation des équipes hospitalières, médicales et paramédicales, à l'interruption volontaire de grossesse sous anesthésie locale, mais c'est aussi l'occasion de faire une formation plus globale sur l'accueil des femmes, parce que c'est en même temps une façon d'amener la technique, mais aussi de faire une formation à l'IVG qui est jamais fait, quoi, parce qu'on pense que c'est la génération spontanée, en fait, que les gens s'occupent naturellement bien des femmes qui viennent avorter, alors qu'en fait c'est comme tout, il faut des formations, il faut des gens qui ont réfléchi, qui ont une expertise, une expérience.
L'IVG sous anesthésie locale ne représente que 6% des IVG en France. Son ambition, c'est de développer cette méthode plus économique. À Reims, nous retrouvons Odile Maurice, la médecin généraliste du CHU. Elle qui a l'habitude des IVG sous anesthésie générale, elle n'en a encore jamais faite sous anesthésie locale. Bonjour, oui, très beau. Bonjour. Autour de la table, des sages-femmes, des médecins gynécologues, des conseillères conjugales. Il y a trois grosses questions, c'est est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que je vais voir et qu'est-ce que je vais entendre. Il faut expliquer quand même qu'il y a une possibilité de ressentir quand même les injections, surtout les premières, et qu'à la fin de l'intervention, quand l'utérus va se contracter, il peut y avoir une douleur qui est ressentie, mais qui est une douleur qui est très fugace, qui ne dure pas très longtemps. L'avantage, c'est d'être consciente pendant l'intervention et active aussi pendant l'intervention. Ensuite, on passe la canule d'aspiration, voilà, et par des mouvements de va-et-vient, de rotation, enfin chacun fait comme il sent, ça permet d'aspirer le contenu, l'œuf, l'embryon. Hop. Odile et son équipe vont passer à la pratique sous la supervision de Philippe Fauché. C'est un peu l'inconnu, parce que comment vont le vivre les femmes, ça va être un peu différent à chaque fois, je pense. La première patiente d'Odile, ce sera Laura, la jeune femme de Château-Thierry qui avait eu tant de mal à se faire prendre en charge avant d'arriver à Reims. Est-ce que vous entendez la musique? On n'entend pas beaucoup. Est-ce que vous voulez un peu plus de musique? Vous en voulez un peu plus? On peut mettre de la musique, hein. Pour la rassurer, la sage-femme lui parle pendant toute l'intervention. Et essayez de visualiser la plage, la mer, la montagne. Ça peut être une jolie plage de Thaïlande, hein, avec la mer qui fait des va-et-vient, comme votre respiration. Soufflez, soufflez. Très bien. Soufflez, soufflez. Détendez-vous. Ça va passer. Pour les on va commencer l'aspiration. Soufflez. Encore très bien. C'est très bien ce que vous faites. Courageuse. C'est terminé. C'est fini. Ce jour-là, il y a foule dans la salle de bloc, mais en temps normal, l'intervention ne mobilise que 3 personnes. Il n'y a pas besoin d'anesthésiste. Ben ça y est, c'est fait. Petit coup de stress à chaque étape pour être sûr de ne pas se tromper, bien faire les bons gestes. Puis il y a beaucoup de monde, donc c'est quand même un petit peu impressionnant. Je crois que idéal. Ouais. C'était un petit peu lente, c'est normal, parce que en fait, plus ça va vite, mieux c'est. C'est normal que tu aies pris ton temps. Mais non, ça s'est super bien passé. Je crois qu'elle a quasiment pas eu mal, un petit peu à la fin. 5 sur 10, je lui ai demandé. Là. 5 sur 10, c'est même pas la douleur d'une position. C'est un stérilé, quoi. C'est même pas. Si, je lui ai demandé, du coup. Non, mais c'est super. Non, très bien. Rien à dire. Parfait, je suis très content. Moi aussi. C'est satisfaisant et pour la femme et pour le praticien. Plus finalement que sous anesthésie générale. Finalement, on n'a aucun contact. Alors que là, c'est assez enrichissant et on a l'impression d'apporter un plus. Avec cette méthode, tout le monde est gagnant. Pour l'hôpital, c'est moins de personnel, moins de temps. Ça va? Bon. C'est mal au ventre? Non. Non, plus du tout? D'accord. On va vous laisser sortir, du coup. L'anesthésie locale simplifie la vie des femmes. Elles peuvent venir et repartir seules. Donc vous surveillez bien, c'est les douleurs, les saignements, s'il y a de la fièvre, des pertes anormales, vous n'hésitez pas à nous appeler. D'accord. Ok. Bon retour? Merci. De rien. Fatiguée, mais soulagée. Fini. Le stress redescend. Stérile est posé, donc normalement tranquille pendant 5 ans. S'il n'y a pas de problème avec, on ne sait jamais, parce que là, on peut repartir. Alors que ça fait pas longtemps que je suis remontée. Que sinon, faut attendre quelques heures, repartir avec quelqu'un, plus de contraintes, être surveillé.
Donc plus libre. Et voilà. Pardon. Vous pouvez vous rhabiller et sortir. Parfait. Au revoir. Selon le docteur Fauché, cette méthode pourrait améliorer l'accès à l'IVG. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de médecins formés et capables de transmettre ces techniques. L'accès à l'avortement aujourd'hui, 45 ans après la loi Veil, c'est encore une histoire d'engagement. Allez, viens, Yola. Michel Nenny a 73 ans, il est médecin généraliste. Il pourrait profiter de sa retraite, passer ses journées à s'occuper de son jardin et de ses animaux. Allez, tombe. Hop là. Mais dans sa région, près d'Orléans, on manque de bras. Avec 78 médecins pour 100 000 habitants, elle est la plus mal dotée de France. L'accès à l'IVG ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est lui. 3 fois par semaine, il part à Orléans, à 130 km de chez lui, pour pratiquer des IVG dans le grand hôpital public de la ville. À l'âge de la retraite, on m'a proposé de venir à Orléans, qui avait une grande difficulté de recrutement de médecins à ce moment-là. Il y avait un déficit médical énorme, puisque les femmes étaient forcées d'aller, elles étaient souvent orientées vers d'autres hôpitaux périphériques. Et donc j'ai accepté, moi ça me plaisait bien de continuer à travailler un peu, donc de faire un mi-temps à Orléans, ça me permettait de continuer mon activité et puis de rendre service aussi, bien sûr. Ça a fini par être long, moi ça fait 4 ans que je fais cette route et plus d'1 heure le matin, plus d'1 heure le soir. Donc ça c'est un petit peu long, surtout quand on n'est pas si jeune. Michel Nenny a tout connu des combats pour l'accès à l'IVG. Il y a une époque, c'était la mode des commandos. Et c'est en 91 que je suis arrivé un matin, il y avait la police partout. La salle d'intervention était occupée par une dizaine d'énergumènes, attachés les uns aux autres en grappes humaines, attachés avec des gros antivols, avec des chapelets qui disaient des prières. Et ça, c'était assez terrible, quoi, parce qu'il y avait 2 femmes qui devaient avoir un avortement ce jour-là et qu'on les mis de côté. Il y a des gens opposés à tout ce qui est l'ordre de la libération des personnes, ça ne me surprend pas, hein. En particulier des femmes. Hein. La société patriarcale est menacée chaque fois que les femmes acquièrent des droits. Et l'avortement, c'est plus, à mon avis, la sexualité qui est en cause que la reproduction, je pense. Oui. Là, en théorie, par rapport à ce que vous me donnez comme date de dernière règle, vous êtes qu'à 5 semaines d'absence de règles. Donc on est largement dans les temps. Donc le rendez-vous... Quand le docteur Nenny vient au bureau, ce n'est pas du luxe pour l'hôpital. Son planning est bien rempli. Eh ben, il y en a pas mal, hein. Je crois qu'il doit y avoir 13 consultations de prévues, puis il y a au moins 5 ou 6 demandes d'IVG. Ouais. Premier rendez-vous ce matin, une jeune fille mineure. Elle est accompagnée d'une personne majeure de son choix, comme la loi l'impose. Bon, installez-vous tranquillement. Et ça va bien se passer. Une fois que c'était positif, vous êtes dit quoi? Merde. Oui. Le lendemain, je suis allée au planning familial. Et après, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Et ils m'ont dit non, on n'a pas de place. Oui. Alors, on est mauvaise période, parce qu'il y a eu 1 ou 2 médecins qui ont été en congé. Et puis, on est au retour de vacances. Et comme par hasard, je vais où il n'y a pas d'IVG. Mais retour de vacances, autour de plage, il y a beaucoup d'IVG. On se demande pas pourquoi. Mais si, c'est que ça ne sonne, quoi. Pour quelle raison vous interrompez la grossesse? Le motif, ce serait quoi? Il a 16 ans, je peux pas élever un enfant. On est bien d'accord. Je suis encore un enfant moi-même. Oui, mais de dire parler comme ça, c'est un signe de maturité quand même, de se rendre compte qu'on ne peut pas. La fille de 16 ans qui dit je veux un enfant, c'est elle qui est très immature. Et vos parents là-dedans? J'ai pas peur de leur réaction, c'est juste que... Et savent que vous avez des histoires avec des garçons ou pas? Non. Ah, je leur annonce 2 choses. donc vous apprenez tout ça? Je suis rentrée dans la vie sexuelle et que 2, je suis tombée enceinte. Rentrée dans la vie sexuelle, c'est grand. Voilà. Allez, on y regarde. Tac. Alors ça c'est la vessie, hein. Ok. Ça c'est votre utérus. Ok. Et puis le sac noir, c'est ce qu'on appelle l'œuf, si vous voulez. Ok. L'embryon, ce qui est gris, oui, c'est ça l'embryon. C'est tout petit machin gris, là? Ouais, c'est tout petit machin gris. Il fait 16 mm. Vous imaginez l'embryon, il est comme ça, quoi. Oui, tout petit. C'est tout petit, hein. Donc ça nous fait de 7 semaines. On est dans les clous de toute façon.
Comme il n'y a pas de place rapidement au bloc opératoire et que la jeune fille souhaite aller vite, il va lui prescrire une IVG médicamenteuse. Et voilà. Ok, donc si je prends un médicament, je le prends jeudi et samedi. Vous venez à l'hôpital. Samedi soir, j'ai une soirée et dimanche, je vais à la messe. Ça va être sympa. Ouais, ben, j'ai dit beau. J'ai marre de ma vie. Wow. C'est bon, vendredi, c'est... C'est bon, tout le monde a bien compris? C'est très long. Ah oui, c'est comme ça. Vous avez fait les 3/4 du parcours, là. Encore, je n'aurais pas fait. Je me qu'il reste un quart parce que je n'aurais pas fait 2 quarts de plus. Bon courage, et puis pensez à votre mère. Ouais, allez, au revoir. C'est une médecine sociale. C'est pas une médecine thérapeutique compliquée. Combien d'années dans l'IVG? 35, truc comme ça, 35 ans, ouais. Peut-être 11 000 IVG, un truc comme ça, ouais. Donc, ouais. J'ai vu dans mon enfance une cousine qui avait avorté, qui en était morte. Et ça m'avait frappé, cette histoire-là. Et je me souviens qu'autour de moi, c'était à la campagne, mais tout le monde, personne l'a condamnée. Tout le monde trouvait que c'était pas bien, cette pauvre fille. Enfin, tout le monde la plaignait, quoi. Et puis, moi, ça n'a jamais posé de problème de conscience. Le problème de conscience, c'était que ça se fasse pas. Et le problème de conscience, c'était ces femmes qui mouraient. Avant de prendre une retraite définitive, Michel Nenny participe à un projet qui pourrait amener l'IVG par aspiration dans des endroits où il n'y a plus d'hôpitaux. C'est presque l'IVG à la maison. La loi autorise depuis 2016 certains centres du planning familial à pratiquer des IVG sous anesthésie locale dans un simple cabinet de médecin. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a 2 dames. Une fois par semaine, le docteur Nenny vient superviser l'intervention d'une jeune médecin généraliste qu'il vient de former, Audrey Pousson. Mère de 4 enfants, Ella est enceinte de plus de 7 semaines. Est-ce que malgré l'anesthésie, est-ce qu'il arrive qu'on ait mal, qu'on ressente quelque chose ou pas? Alors, la douleur, c'est vraiment variable en fonction des femmes. Il y en a qui sentent rien, il y en a qui sentent l'anesthésie en elle-même, et il y en a qui sentent l'aspiration. C'est vraiment très variable. Nous, on essaye de tout faire pour que vous sentiez le moins possible. De là à vous dire que vous n'allez rien sentir, voilà, moi, je ne vous promets pas que vous n'allez rien sentir du tout. On sera à votre côté, vraiment à côté de vous, à côté de votre tête, à côté. Puis on pourra échanger. Venue il y a quelques jours pour s'informer, Ella a été séduite par la qualité de l'accueil des conseillères du planning familial. Je l'ai fait au sein de l'hôpital de la Madeleine où on a eu, j'ai eu des petits jugements, hein, surtout par les femmes de ménage, les regards, les petites phrases, voilà, les petits pics. Donc je me suis dit non, surtout plus jamais à l'hôpital. Et voilà, après je me suis dit ouais, je préfère ici parce que vraiment ça fait plus maison en fait. Voilà, ça fait plus maison et moi je trouve que c'est une bonne idée, il devrait y en avoir plus. Voilà, qui commence, peu importe. Alors, on commence par boire un café avec elles, leur expliquer comment ça se passe. Sur des canapés. On peut se permettre d'avoir ce cadre ici que l'hôpital ne peut pas se permettre. Il y a encore quelques années, certaines femmes ne pouvaient pas avorter à l'hôpital d'Orléans. Cette initiative pionnière en France, mise en place ici en 2018, a changé la donne. Bon, on va y aller. Hein. Ouais. Ça allège pas mal l'activité hospitalière. D'ailleurs, l'hôpital voudrait pousse à ça beaucoup. Mais il faut que ça reste en termes de choix et non pas seulement pour arranger l'hôpital. Pas question pour le docteur Nenny de laisser l'hôpital se décharger de ses missions de service public. En attendant des moyens là-bas, il invente des solutions ici. Donc voici Michel. Le Père Noël. Voilà, le Père Noël. Alors, du coup, il va falloir que vous enleviez vos chaussures et tout le bas. Et puis, Lucie va vous fabriquer un paréo avec le drap d'examen qu'on a ici pour avoir une certaine intimité. Voilà, vous vous asseyez et puis après, on va vous guider pour l'installation. Voilà. Ça me fait des abdos. Ah bah là, on vous fait. On est très loin des moyens déployés à l'hôpital de Reims pour la même intervention. Mais pour Ella, c'est l'assurance d'une prise en charge rapide et bienveillante. On va s'installer juste à côté. Venez vous allonger. Alors,
Voilà, vous avez toute cette pièce rien que pour vous. Si vous voulez vous allonger, est-ce que vous voulez qu'on éteigne un peu la lumière? Non, ça va là. Non, c'est bon. Oui, eh bien, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Oui, j'aurais. Vous avez encore mal? Non, là, j'ai plus mal du tout. Parfait. Vous allez vous reposer un peu, vous allez voir, vous allez partir assez rapidement. Voilà. Merci, docteur. À la fin, quand on m'a dit c'est fini, de me dire que qu'il est parti, j'ai trouvé ça sur le coup. Il y a le mot affreux qui m'a traversé l'esprit, mais c'est mon choix. Au moins, je vais pouvoir m'occuper de chacune de mes enfants comme il se doit. Si j'ai fait ce nombre d'enfants-là, c'est par choix. C'est pour pouvoir leur donner ce que j'ai à leur donner équitablement. Voilà, j'ai pas de regrets, c'est fait. Et voilà. En un an, le planning familial a réalisé 90 interventions comme celle-ci à Orléans. Mais cela ne tient que sur l'engagement de soignants qui, pour beaucoup, vont bientôt partir à la retraite. Ella va pouvoir retourner à sa vie, donner à cet avortement la place qu'elle souhaite dans ses souvenirs. Son parcours fait encore trop souvent figure d'exception.